Je suis en deuil. Je suis en deuil de mon ami Bernard Lachance, qui nous a quittés. Et c'est très récent et ça m'habite encore. C'est pas de la tristesse. Je suis pleine de gratitude pour ce qu'il a fait. Il savait très bien ce qu'il faisait, il connaissait les risques. Il savait très bien que plus il durait longtemps, plus ce qu'il disait était vrai pour tout le monde, à la face du public. Alors, il savait très bien que ses jours étaient comptés. Il savait que c'était insupportable pour l'establishment, pour les autorités médicales, financières, Big Pharma. C'est vraiment l'histoire de sa vie. Hein. Il est venu ici pour ça, il l'a fait et il est parti. Bon, comment il est parti, ça n'est pas étonnant. Et il lui-même le savait que c'était là. On va dire que c'est suspect, la manière dont il est mort. Voilà. Oui, il était en grande forme et en 3 mois, il a dégringolé à toute vitesse. Semer le doute, chapitre 3. Rhétorique du complotisme. « 11 mai 2021. Bernard Lachance perd la vie. L'annonce de sa mort fait la une des journaux et crée une onde de choc. Dans le milieu du VIH-Sida, l'émoi est énorme parce que la raison de son décès ne fait pas de doute. C'est le sida. Évidemment, les groupes négationnistes ne croient pas que Bernard est mort des complications du sida. Dans l'extrait précédent, on peut entendre Guylaine Langto s'approprier le narratif entourant son décès. En évitant de nommer explicitement les causes de sa mort, elle offre un parfait exemple de prophétie qui finit par se réaliser tel qu'annoncé. On sous-entend que sa mort était prévue tôt ou tard parce que ses propos menaçaient Big Pharma. Les personnes concernées par le VIH, quant à elles, y voient une leçon à tirer. Bernard est décédé. Il est décédé parce qu'il a décidé qu'il ne prenait pas de traitement et qu'il allait dans l'alternatif. Donc, pour moi, ça démontre que, et c'est pas mal le cas de toute personne qui ont refusé les traitements pour X, Y, Z raison, mais la plupart de ces personnes-là sont décédées. Donc, moi, ça m'a juste conforté de me dire, OK, donc je fais bien ce que je fais, donc je prends mon traitement et je suis en pleine santé, donc en assez bonne santé plutôt. Bon, pas pleine, mais assez bonne santé. C'est ça, donc c'est peut-être pas... C'est peut-être un peu irrévérencieux de dire ça, mais c'est vraiment un peu moins l'impression que j'ai, et donc aussi l'impression que des amis m'ont exprimé aussi, donc ce côté de... Ben, il est mort, hein? Donc c'est comme genre... la résultante de sa réflexion, de son négationnisme par rapport donc, à l'infection VIH, ben, a entraîné sa mort. Les scientifiques l'ont étudié, ça. Qu'est-ce que ça donne d'arrêter le traitement? Parce qu'à l'époque, quand on avait des traitements qui donnaient beaucoup d'effets secondaires, ou si on avait des patients qui avaient des périodes où il allait être moins observant à la médication, bien, on a étudié les pauses de traitement. C'est pas comme si Parce que, tu sais, je veux dire, exemple, si j'avais un patient qui avait du cholestérol super élevé, puis c'était dangereux pour son cœur, mettons, d'être sous une trithérapie, bien, les scientifiques se disaient, peut-être que ça vaudrait la peine de faire des petites pauses pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais on s'est rendu compte que des petites pauses, c'était pas bon au long cours, que ça améliorait pas le devenir du patient, que ça nuisait à la survie. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait plus de petites pauses, justement. Quelques mois après son décès, le rapport du coroner est publié. Bernard est mort d'une septicémie bactérienne, une infection opportuniste causée par le sida. Le coroner rapporte qu'il n'y avait aucune trace de lutte ou de violence détectée durant son autopsie. Son état de santé a régressé très rapidement durant les derniers mois de sa vie. Un de ses amis médecins serait venu le voir à son domicile en avril 2021
et aurait constaté que son état de santé était fortement en déclin. Bien qu'il était au courant de sa situation, Bernard n'a pas voulu se rendre à l'hôpital. Il s'en est remis à l'opinion et aux soins des personnes en qui il avait confiance. Guylaine Langto, elle est dans une mouvance qui s'appelle les citoyens souverains, qui prétendent que l'État, les institutions doivent avoir aucune influence sur eux, qui ne font pas partie de la société, qui sont comme justement en dehors de la société. Donc, c'est un comportement qui est très sectaire dans le fond. Martin Geoffroy, sociologue et chercheur principal au Centre d'expertise sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Et M. Lachance, plusieurs des disciples de Guylaine Langto, elle a fait plusieurs disciples. On a Myriam Kaiser, on a Amélie Paul, Mel Goyer. Ils suivent toute la doctrine, dans le fond, de Mme Langto, qui dit de soigner avec des produits naturels, qui dit de ne pas payer ses impôts, parce qu'elle ne paye pas ses impôts. Elle a été à un moment donné en prison pour ça, Mme Langto. Et donc, arrive là-dedans Bernard Lachance, qui s'est fait un cercle d'amis qui pensent comme lui. Et en plus, il y a une médecin là-dedans, donc ex-médecin, mais quand même médecin. Donc, elle a une crédibilité quand même. Hein. C'est pour ça qu'elle est vue un peu comme la tête de pont de cette espèce de mouvement spirituel Nouvel Âge. Salut tout le monde, mon nom est Amélie Paul et bienvenue à cette 7e émission de À Dièse en 10 étapes. Je suis avec Dièse Guy et on va évoluer en conscience en parlant de santé aujourd'hui. Oh, et sujet. On finit toujours, là. Oh, un petit sujet. C'est mon sujet préféré. C'est lui que j'avais le plus hâte. J'avais bien hâte de parler avec toi des méchants virus qui nous sautent dessus, là, les mutants, les variants mutants asymptomatiques, triple... c'est quoi, indien maintenant, là? Indétectable, en plus. Indétectable! C'est pas pire, ça, hein? Chaque livret se résume habituellement en une phrase. Moi, ce que j'ai retenu, c'est « Si vous voulez être en santé, n'allez pas voir votre médecin. » Oh. C'est pas pire, ça? Toi, ça me semble très sage. Oui. Toi, tu le résumerais comment, Guy, celle-là? Moi, je résume en une phrase, une seule maladie. Une seule maladie, la peur. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'une seule maladie, la peur, et il n'y a qu'une peur, la peur de la mort. Ce que nous, on appelle mouvement du Nouvel Âge, dans le fond, c'est arrivé, ça, le Nouvel Âge des années 80-90, au même moment où Guylaine Langto sort son brûlot incendiaire qui s'appelait la mafia médicale, pour lequel elle a été d'ailleurs radiée du Collège des médecins à l'époque. Les gens qui vont être dans le Nouvel Âge, c'est des gens qui sont adeptes de toutes les formes de thérapie alternative. Mais alors là, toutes. L'imposition des mains, les chakras, les énergies, les cristaux. Donc, toutes ces espèces de thérapies alternatives-là prétendent se substituer à la médecine traditionnelle, ce qu'on appelle traditionnelle, mais je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on appelle ça médecine traditionnelle, parce que la médecine, comme toutes les sciences, est en constante évolution et innovation. L'idée originale pour ce balado est née en pleine pandémie de COVID-19 dans la foulée des discours anti-vaccination. Des membres de notre équipe ont alors reçu des témoignages d'intervenantes et d'intervenants nous mentionnant que certaines personnes qui utilisent leurs services avaient volontairement arrêté leur médication en raison de leur adhérence à des croyances qui vont à l'encontre de la science. Durant la même période, nos réseaux sociaux se sont retrouvés inondés de commentaires à saveur conspirationniste ou encore de personnes clamant avoir une cure miraculeuse à base d'herbes médicinales, avec des promesses de guérison totale ou encore d'un système immunitaire renforcé. Le produit naturel, c'est pas le grand méchant loup là, dans cette histoire-là. C'est juste que dans ce qui a été étudié, disons, pour le traitement du VIH, il n'y a rien qui a démontré une efficacité. Il n'y a rien qui fait en sorte qu'on va avoir une charge virale indétectable en prenant un produit naturel. Donc, ça limite, disons, leur rôle dans le traitement de cette maladie-là. Là, si on regarde plutôt le volet amélioration du système immunitaire, hein, parce qu'on entend beaucoup parler de ça, là, booster le système immunitaire et tout ça. Bon. Mais tout ce volet-là, il y a plein de choses qui ont été étudiées. Puis encore là,
le niveau de CD4 ne va pas augmenter en prenant des produits naturels. Fait qu'on fait quoi? Donc, c'est pas pour dire que tout produit naturel est pas bon. C'est pour dire que ce qui a été étudié à date, ben, ça fait pas la job pour le virus du VIH. Bernard était une personne charismatique, convaincante, et son discours a semblé cohérent jusqu'à la fin de sa vie. Il avait une personnalité marquante qui était très utile pour le mouvement conspirationniste, car il était la preuve vivante que le VIH ne causait pas le sida et que le traitement était une arnaque. Selon les croyances de type Nouvel Âge de Guylaine Langto, le domaine de la science médicale est un dogme inventé de toutes pièces dans le but de garder la population dans la peur. En inventant des virus et des maladies chaque année, l'industrie pharmaceutique continue de renflouer ses coffres et le gouvernement s'assure de maintenir la population endormie. Toujours selon Langto, il faudrait d'abord s'éveiller aux mensonges dans lesquels nous baignons tous, arrêter d'avoir peur et se reconnecter au Créateur éternel qui sommeille en nous pour s'élever au-dessus des maux du corps. Les influenceurs sont des vendeurs d'espoir. Alors, quand tu as une maladie relativement grave puis que tu as perdu plus ou moins espoir, tu es une proie facile. C'est aussi bête que ça. Aussi, quand les hôpitaux sont débordés, on a de la misère à avoir un médecin de famille, etc., avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Imaginez, c'est encore plus long, il paraît, pour avoir des listes d'attente pour avoir un psychologue, par exemple. Donc, tu es laissé souvent un peu à toi-même, justement, avec ta maladie puis avec ta déprime aussi. Tu as une liste d'attente de 6 mois. Qu'est-ce que tu fais pendant les 6 mois? Tu trouves des alternatives. Donc, tu vas sur Internet, c'est la chose la plus facile. Tu te retrouves dans des groupes d'entraide, supposément. Puis ces groupes d'entraide-là ne sont pas tous désintéressés. Et à un moment donné, ben, tu développes des croyances, puis tu te retrouves dans ce qu'on appelle des chambres d'écho. Et là, dans ces chambres d'écho-là, ben, les croyances que tu avais au départ vont souvent être accentuées parce que tu vas avoir d'autres mondes qui vont dire « Hey, c'est vrai ce que tu penses. » Puis même, je connais un autre médicament qui est plus efficace encore que celui que tu prends. Puis parle-en avec Guylaine Langto. Les théories conspirationnistes abordent des problématiques concrètes vécues dans nos sociétés à l'ère du capitalisme. Elles abordent entre autres les enjeux de pouvoir et de savoir entre les citoyens et citoyennes et les gouvernements. Elles vont jouer sur les incertitudes qui existent autour des événements sociaux déstabilisants et y offrir des vérités. La pensée conspirationniste aborde ces angoisses en offrant non seulement la vérité, mais en fournissant en plus un remède. Une personne qui se sent impuissante face à une situation qui l'indispose peut facilement reprendre du pouvoir. Les solutions offertes par ces groupes sont tangibles et accessibles à tous via les plateformes Internet comme YouTube, Facebook, les forums de discussion et les blogs. Ça permet la croissance d'une communauté et l'engagement direct des personnes immergées dans ces croyances alternatives. Cette facilité d'accès renforce les bénéfices d'intégrer une telle communauté. Il y a quelque chose d'excitant dans l'idée de faire partie d'un groupe de quelques élus qui sont éveillés face aux mensonges de l'establishment scientifique. Les bénéfices psychologiques obtenus par les personnes qui partagent ces croyances se concrétisent alors qu'elles deviennent convaincues qu'elles sont persécutées, attaquées et intimidées par un establishment hostile et indigne de confiance. Tu peux être à gauche puis penser ça aussi, là, que toutes les institutions sont corrompues. À gauche, on va dire que toutes les institutions, par exemple, sont corrompues par le capitalisme. Puis on n'a pas totalement tort. Comme on va parler aussi à gauche de Big Pharma. Et on n'a pas totalement tort parce que Big Pharma, c'est pas faux. Donc, il faut faire attention quand on va parler de théorie de la conspiration. De parler de théorie de la conspiration, c'est pas de dire que les conspirations n'existent pas, puis qu'il n'y a pas des institutions ou des pouvoirs oppressifs dans la société. Alors, contrairement à ce que mes amis conspirationnistes peuvent dire, moi, j'ai jamais dit ça. Alors, Big Pharma, il y a, par exemple, on sait pendant la pandémie que les vaccins, par exemple, n'ont pas beaucoup été partagés avec les pays du tiers-monde. Alors ça, c'est un fait. Alors ça, on peut parler de Big Pharma à ce moment-là. Quand on a vu qu'AstraZeneca causait beaucoup d'effets secondaires, on l'a envoyé dans un pays du tiers-monde parce qu'on en avait trop. Alors ça, c'est toutes des actions qui ont été faites qui vont être dénoncées par les gens qui sont à gauche ou à extrême gauche et qui sont tout à fait crédibles. Mais, par contre, c'est quand tu deviens conspirationniste, c'est quand que tu penses que
toutes les institutions et tous les individus qui sont dans ces institutions-là, du plus haut placé au plus bas, sont tous corrompus. Bref, la seule manière que tu ne peux pas ne pas être corrompu quand tu crois à ces théories du complot-là, c'est si tu es dans la gang qui croit aux théories du complot avec les influenceurs. Donc, il y a vraiment un comportement là-dedans sectaire. C'est différent là, de critiquer le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent de dire le gouvernement Legault, je ne sais pas, a mal géré la pandémie. Sous plein d'aspects, il l'a mal géré, d'autres un peu mieux. C'est ça la réalité quelque part là. Mais être conspirationniste, c'est dire que ce soit Legault, que ce soit n'importe qui, la manière dont le système est fait, il est corrompu jusqu'à la moelle. Donc, c'est quelqu'un qui est conspirationniste croit que l'ensemble des institutions, aussitôt que tu es payé par une institution gouvernementale, que ce soit les journalistes, les éducateurs, les gens qui travaillent dans des groupes communautaires, vous avez des subventions du gouvernement dans les groupes communautaires, donc nécessairement, vous êtes acheté. Donc, on ne peut pas vous croire. Les arguments des négationnistes proviennent d'hypothèses qui sont pour la plupart désuètes aujourd'hui. Une grande quantité d'évidences scientifiques démontre hors de tout doute que le VIH est la cause du sida. Si le cycle de la réplication du VIH n'est pas bloqué par le traitement antirétroviral, le virus rendra le système immunitaire de son hôte déficient et celui-ci ne réussira plus à combattre les infections et les maladies. Même si ces faits scientifiques ont été prouvés à maintes et maintes reprises, elles ne suffisent pas toujours à avoir un réel impact sur les croyances. Il y a des raisons pour ça. La communauté négationniste du VIH-Sida s'organise et est entretenue par 4 rôles symboliques qui rendent ses convictions plus crédibles. Le premier rôle est celui du héros scientifique. Souvent considéré comme un dissident, son rôle est de légitimer le rejet des sciences conventionnelles par son statut d'expert. Des héros scientifiques, il y en a eu plusieurs dans l'histoire du négationnisme. Pensons à Peter Duesberg, Kary Mullis ou David Rasnick. Ces personnes ont milité toute leur vie pour défendre l'idée que le VIH n'était pas la cause du sida. Cependant, bien que certains de ces scientifiques aient reçu des prix Nobel, elles n'ont pas d'expertise dans le domaine de la recherche sur le VIH ou en épidémiologie. Ces personnes s'opposent donc au consensus des scientifiques qui se sont mis d'accord sur l'hypothèse que le VIH était bel et bien la cause du sida, sans pour autant avoir contribué de façon significative à la recherche sur le VIH. Le deuxième rôle au sein de la communauté négationniste est celui du thérapeute alternatif. Il s'agit d'une personne qui capitalise sur les propos du héros scientifique pour vendre des remèdes alternatifs de guérison. En quelque sorte, c'est la personne qui fait passer les théories alternatives dans la pratique et dans la vie courante, avec des retombées concrètes dans la vie des personnes qui y adhèrent. Le troisième rôle est celui de l'icône vivante. Cette personne vit avec le VIH et milite contre Big Pharma et l'establishment scientifique. Il s'agit souvent d'une personne charismatique, cohérente et convaincante. Elle rejette le traitement antirétroviral et elle est la preuve vivante que le virus n'existe pas réellement puisqu'elle est en bonne santé. De nombreuses personnes vivant avec le VIH sont devenues des icônes vivantes. D'ailleurs, le site web AIDStruth.org a dressé une liste de ces personnes vivant avec le VIH qui ont nié l'existence du virus et qui sont décédées à ce jour. Tragiquement, les personnes sont décédées avec des symptômes ou des maladies opportunistes associées au sida. Bien que les rapports de décès ne sont jamais disponibles pour en confirmer les causes, la majorité des rapports médicaux disponibles décrivent des symptômes avant la mort qui sont typiques du stade avancé du sida. Les conditions décrites sont extrêmement rares chez les personnes non infectées. Quelle est la probabilité qu'un si grand nombre de personnes décèdent avec des symptômes typiques du sida sans que leur infection par le VIH n'en ait été la cause? Le dernier rôle est celui du chanteur de louanges. Ce sont les journalistes, les réalisateurs et les réalisatrices sympathiques à la cause de la communauté négationniste qui utilisent leurs outils médiatiques pour la mettre en valeur. Bien que les médias aient toujours été des sources importantes de publicité pour le négationnisme du VIH, l'arrivée des réseaux sociaux, particulièrement la vidéo, a propulsé la popularité de ces contenus. On vit dans une période féconde pour la popularité des discours complotistes. Tous les types de discours sont accessibles et nous avons la possibilité de choisir les informations que nous consommons.
Dans la prochaine décennie, l'humanité sera de plus en plus confrontée à des crises engendrées par des siècles passés sous le système capitaliste. Ce sont des faits de plus en plus évidents. Les catastrophes climatiques, les pandémies, les famines, les guerres civiles et politiques risquent de se multiplier. Dans ce contexte déstabilisant et terrifiant, le complot est une avenue attrayante. Elle offre un sens et une explication aux événements tragiques qui sont survenus et qui surviendront encore dans l'avenir. Ce manque de contact humain-là qu'on a eu pendant la pandémie, on fait en sorte qu'on était beaucoup sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, les prédateurs, parce que pour moi, c'est des prédateurs, les influenceurs conspirationnistes qui gagnent leur vie avec ce qu'on appelle les thérapies alternatives, étaient là pour ramasser du public et ramasser, évidemment, des clients, dans le fond. Parce que tous les influenceurs dont je vous parle sont toujours en train de demander de l'argent pour leur noble cause. Et l'idée, c'est toujours de dire il y a une urgence parce que faut que vous nous donniez l'argent parce que là, les gouvernements vont abuser de vous, puis ta. Puis, évidemment, pendant la pandémie, ça marchait bien, ça, parce que, effectivement, les gouvernements resserraient constamment. Et le dernier hiver pandémique qu'on a eu, les gens pensaient que c'était fini, puis ça a recommencé. Fait que là, les influenceurs conspirationnistes, vous voyez, on vous l'avait dit. Ça, c'est ce qu'on appelle faire de la prophétie autoréalisatrice, tu sais. Et l'éclatement, je pense, ça a été le convoi des camionneurs à Ottawa, où on a vu un ras-le-bol s'exprimer, mais qui a été influencé par les conspirationnistes, puis aussi par des mouvements politiques d'extrême droite, mais qui a ramené beaucoup de gens qui étaient juste tannés des mesures sanitaires aussi, là. Au moment où on se parle, il y a plus de 162 000 cas de COVID-19 confirmés dans le monde. Il faut être réaliste. On est dans une crise qui va durer des mois. Revenons maintenant sur cette crise du coronavirus. Le gouvernement Legault qui a fait plusieurs annonces, qui vient d'annuler tous les rassemblements, entre autres de 250 personnes ou plus. Je vous le dis, faites ce qu'on vous dit. Je vous en prie. Je vous en supplie. Il va de votre propre santé, de la santé de nos concitoyens. Puis on fait pas ça en disant « Hey, ça me tente d'avoir le trip de jouer à la dictature. » Pour la première fois, en fait, de l'histoire, depuis la Première Guerre, je pense, le Québec sera en couvre-feu. Donc, Pascal, les Québécois devront rester à domicile, chez eux, de 20h jusqu'à 5h du matin. Quand la COVID a commencé, les messages de la santé publique étaient dits de manière épeurante, contrôlante et dans un esprit de surveillance. Quand les gens sont soumis à cette surveillance, ils peuvent soit y résister ou s'y conformer. La réponse peut aller dans les deux extrêmes. Ça a fait en sorte que des gens n'y ont pas cru. D'autres étaient hésitants à se faire vacciner. Quand il s'agit du VIH, la criminalisation dont on entend parler fait en sorte que les gens ont peur de passer le test de dépistage. Ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il va m'arriver si je suis séropositif? Est-ce que je serai criminalisé? Donc nous devons avoir un langage qui parle en fait de promotion de la santé et non pas de surveillance. La criminalisation du VIH est vraiment, donc au Canada, donc la jurisprudence fait en sorte qu'une personne vivant avec le VIH doit absolument dévoiler son statut sérologique à ses partenaires sexuels, sauf lorsqu'elle porte le condom et qu'elle a une charge virale indétectable. C'est le seul moment où est-ce qu'elle peut ne pas avoir à transmettre l'information. Cependant, ça ne l'exclut pas de poursuite. Donc, car on pourrait décider qu'elle a quand même mis l'autre personne à risque pour X, Y, Z autres raisons. Donc, mais c'est comme, on considère que de base, ces deux éléments font en sorte que la personne peut ne pas dévoiler. Mais comme c'est loin de suivre ce que la science dit, donc on est quand même à une époque où est-ce que le condom est rendu, et oui, toujours un outil de prévention efficace, mais pas aussi efficace que la PrEP peut l'être. Donc, et donc, remet beaucoup en question le port du condom pour bien des personnes vivant avec le VIH. Donc, c'est ça, il y a comme une espèce de
On sent que la justice ne suit pas du tout la science dans les contextes de poursuite au VIH. Ce qui est aussi dérangeant au Canada, c'est qu'on est poursuivi pour agression sexuelle grave. Et donc, une personne qui a simplement pas dit son statut sérologique, elle se ramasse comme étant quelqu'un qui est un agresseur, une agresseuse sexuelle. Donc, et se ramasse donc, peut avoir une sentence de prison à la vie et peut aussi se ramasse sur le registre des délinquants sexuels, qui n'est pas qu'une petite affaire, parce que ça t'empêche d'avoir accès à n'importe quoi, que ce soit un emploi quand tu sors de prison. Donc, c'est ça. Tu peux pas voyager, je pense que tu peux pas avoir de passeport. Donc, en tout cas, c'est comme assez impactant donc, comme sentence. If you see someone going to infect someone, purposefully, si vous rencontrez quelqu'un ayant infecté une personne de façon intentionnelle, c'est qu'elle n'a pas reçu l'information nécessaire pour protéger les autres ou qu'il y a autre chose qui ne va pas. Elle peut avoir des problèmes liés à d'autres traumatismes ou avoir d'autres problèmes qui doivent être résolus. La majorité des gens vivant avec le VIH ne veulent pas transmettre l'infection à d'autres. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre ait à vivre ce qu'ils ont subi ou subissent présentement, parce que prendre des médicaments tous les jours, ce n'est pas des blagues. Pour des gens dans des relations abusives, la réalité n'est pas la même. Dans certains cas, une personne séropositive n'ayant pas révélé son statut avant le premier rapport sexuel pourrait voir ce détail retourner contre elle si elle décide de dénoncer son partenaire abusif. Quand on lit ces nouvelles dans le journal, c'est toujours la même histoire qui revient de la femme qui couchait à droite et à gauche sans transparence. That this woman is actually was sleeping around without telling people. La criminalisation du VIH empêche les gens d'aller se faire dépister et empêche les gens d'accéder aux soins dont ils ont besoin. Elle accroît également le problème de la stigmatisation. Ça devient alors la responsabilité d'une personne vivant avec le VIH de protéger toutes les autres. Mais qu'en est-il de ces autres personnes? Tout le monde devrait se protéger. Tout le monde devrait prendre soin de sa santé. Pourquoi la responsabilité devrait seulement appartenir aux personnes vivant avec le VIH? Ce qui est difficile, c'est lorsque tu dévoiles ton statut à un partenaire sexuel et que ce partenaire sexuel-là te dit non. Et que tu sais que toi, tu ne transmettras pas le VIH parce que tu souhaites utiliser le condom, soit que tu as une charge virale indétectable ou autre. En fait, ce que la personne vit, c'est un rejet. Et donc, la personne peut donc décider, moi, je ne le dis pas parce qu'il n'y a pas de danger de transmission parce que je porte le condom. Il n'y a pas de danger de transmission parce que j'ai une charge virale indétectable. Donc, ça fait juste nourrir, moi, je trouve, donc cette espèce de culte du secret autour de la maladie parce qu'on ne met pas en place tout ce qui pourrait donc permettre donc, un dévoilement, donc la stigmatisation qui est fortement présente. La criminalisation n'a démontré aucune preuve comme quoi c'était efficace pour lutter contre le VIH. Au Canada, le jugement Cuerrier, donc le premier jugement de la Cour suprême, dit que c'est vraiment pour faire le travail que la santé publique n'est pas capable de faire actuellement, c'est d'empêcher du monde de transmettre le VIH. Donc, elle se mettait comme nous allons remplacer donc la santé publique, la justice va faire en sorte que l'épidémie va se finir. Un peu ça qu'il nous disait. Et pour se rendre compte que 40 ans plus tard, que c'est pas le cas. Donc, on est loin de là. Donc, c'est vraiment pas la criminalisation qui est comme à apporter de l'eau au moulin. Et, dernier point par rapport à ça, c'est qu'au niveau prévention, il y a plein de gens qui ne veulent pas donc passer de tests de dépistage. Ils préfèrent ne pas savoir que de savoir et éventuellement être criminalisés. Donc, ça amène à des gens à ne pas se faire dépister. Donc, ça a un impact important sur la prévention, donc en prévention du VIH. Je pense qu'il faut d'abord accepter que le VIH n'est plus une sentence de mort et que les gens peuvent bien vivre tout en étant séropositifs. Une fois que ce sera fait, on arrivera à réduire le stigma et les gens seront plus à l'aise à partager leur statut avec leur partenaire. Ces gens seront plus enclins à aller chercher les ressources dont ils ont besoin. Tout cela commence par comprendre ce qu'est le VIH et respecter le fait que les personnes vivant avec le VIH sont comme tout le monde. Elles veulent être aimées et avoir des relations sexuelles comme tout le monde. Elles n'ont pas besoin d'être discriminées à cause de leur statut séropositif. So they don't need to be discriminated based on just that they're HIV positive. D'avoir une personne qui prend ses antirétroviraux tels que prescrits, ça fait en sorte que dès le début du traitement, à peu près 4 à 8 semaines en général, après avoir débuté le traitement, on n'est plus capable de détecter le virus dans le sang. Donc, il y a ça qui se passe. Puis, tranquillement, les CD4, dont son système immunitaire, s'améliore. On voit les CD4 augmenter en nombre de copies aussi.
puis on fait le suivi de ça. Donc, c'est ça essentiellement qui se produit. En étant indétectable, ça fait en sorte que le patient, s'il suit correctement son traitement, ne peut plus non plus transmettre le virus. Donc, ça, c'est l'autre bienfait du traitement antirétroviral. Les mesures de santé publique, les politiques sociales contraignantes ou qui sont susceptibles de rendre les personnes vulnérables à être arrêtées, criminalisées ou même poursuivies devant la justice contribuent souvent à la méfiance du public et à l'alimentation des discours qui divisent profondément l'opinion. Par exemple, beaucoup de personnes ont jugé les couvre-feux imposés durant la COVID-19 comme détruisant la liberté individuelle et comme étant exagérés. De la même manière, on peut se demander si la criminalisation de la non-divulgation du statut sérologique a réellement aidé à prévenir la propagation du virus ou plutôt à contrecarrer les efforts de dépistage, pourtant à la base du contrôle d'une épidémie. La distribution massive des autotests de dépistage à la COVID-19 pendant la deuxième année de la pandémie a redonné une autonomie aux gens. On sait désormais que rendre le dépistage plus accessible, c'est la clé pour la prévention. Une personne qui connaît son statut peut prendre les mesures nécessaires pour se protéger et pour protéger son entourage. Or, au Québec, on estime qu'environ 10% des personnes vivant avec le VIH ne connaissent toujours pas leur statut sérologique. Dans le prochain épisode de Semer le doute. Tout le monde peut croire aux théories de la conspiration, même vous et moi, parce que tout le monde peut commettre des biais cognitifs. Il faut mettre un peu de côté la partie « mais je le sais ce qu'il te faut », puis essayer de mieux comprendre les raisons là, qui poussent le patient à arrêter le traitement. Il y a aussi le côté humain qu'il faut mettre, cette empathie qu'on met et comprendre que cette personne est un peu perdue dans une maladie qu'il ne connaît pas. Semer le doute est une production du portail VIH-Sida du Québec. Ce balado est réalisé par Justine Massicotte et narré par Guillaume Tremblay-Galland. Un merci tout spécial à Stella Gassirabo pour son soutien à la traduction et au doublage. Nous tenons à remercier les invités qui ont généreusement donné de leur temps pour participer au balado. Marvelous Muchenje, René Légaré, Martin Geoffroy et Sophie Prophète. Merci à Vive Healthcare et Gilead qui nous ont aidés à financer ce projet. Ce balado a été enregistré dans le studio de Fierté Montréal et de Les Trois Sexes. Nous tenons à les remercier.